Bonjour ou bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le Monde en 7 de ce samedi 14 septembre 2019. Nous sommes en direct. Un seul sujet à l'ordre du jour, le Togo et les présidentielles de l'an prochain après le docteur Kodjovi Obenton et Djeri Tamam. Un autre candidat s'est lancé dans la course pour la conquête du fauteuil présidentiel. Lui est un inconnu de l'opinion nationale, mais pas de l'opposition. Il a travaillé pendant longtemps avec la coalition des 14 et maintenant c'est lui-même qui décide de franchir le pas. Quelles sont ses chances dans ce panier à crabe ou cette mare à crocodile, devrais-je dire? Quel champ politique togolais? Vous l'avez peut-être deviné. Mon invité du jour est M. Ekwe Gamessou Bodar, candidat déclaré au présidentiel de 2020. Nous le mettons au pluriel, bien sûr, parce qu'en 2020, eh bien, le Togo va organiser pour les présidentielles une élection à 2 tours. Ekwe Gamessou Bodar, bonjour. Bonjour Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de venir m'exprimer devant votre télévision qui est écoutée à travers le monde. Et je vous remercie, Samuel. Merci beaucoup. Avant d'aller dans le vif du sujet, je l'ai dit, vous avez lancé votre candidature pour la présidentielle de 2020. C'était à travers une conférence de presse que vous avez animée il y a quelques jours à Lomé. On va regarder dans cette illustration visuelle et sonore un élément de Tino. Ainsi, le Togo est le seul pays de la sous-région africaine qui n'a pas connu jusqu'à présent de véritable alternance au sommet de l'État. C'est sur ces mots que Ekwe Bodar annonce sa candidature à la présidentielle togolaise de 2020. Cet économiste et coach en développement personnel devient le nouveau visage sur la scène politique à la tête du parti indépendant Gamessou. Il se veut en marche vers le changement en adoptant une politique d'ouverture et de dialogue. Il est temps, dit-il, pour une alternance. Nous voulons recréer la confiance entre les citoyens, restaurer la crédibilité de l'État et redonner au peuple sa liberté et sa dignité. Nous croyons fortement que nous sommes une alternative crédible, que nous correspondons aux attentes légitimes de notre peuple, que nous pouvons offrir l'alternance au Togo pour une autre façon de gouverner. Pour toutes ces raisons, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle de 2020. Alors que les uns jugent l'élection de 2020 scellée d'avance, ce candidat de la soixantaine y trouve le signe de la transition. Le temps laissera dire s'il est candidat du changement ou s'il est un candidat de plus. Voilà donc ce reportage. Ekwe Gamessou Bodar, on revient à vous. On vous a vu à travers cet élément qui vient de passer, mais dites-nous, qui est Ekwe Gamessou Bodar? Merci Samuel. Je suis Ekwe Gamessou Pierre Bodar, dit Pierrot pour les gens qui me connaissent depuis, vous savez. Dans les années 70, nous avons abandonné ce qui était appelé les prénoms importés. Mais ceux qui me connaissaient au cours de mes parcours scolaires me connaissent sous le nom de Pierre et Pierrot. Je suis un fils de ce pays, du Togo. Je suis né il y a un peu plus d'une soixantaine d'années à Gledi-Podi. J'ai fait mes parcours scolaires à l'école ferme de Gledi. On l'appelait aviation parce que, selon l'histoire, c'était le premier aéroport de ce pays-là. Et j'ai fait mes écoles secondaires au lycée de Zébébi, CEG de Zébébi à l'époque, qui est maintenant le lycée de Zébébi. J'ai continué mes études universitaires à l'université de Lomé, c'était à l'époque l'université du Bénin, et où j'ai fait une maîtrise en gestion. Et après, j'ai passé le concours de la Banque centrale. Vous savez,
le siège de la Banque centrale était rapatrié de Paris sur Dakar dans les années 76-77. Et le gouverneur de l'époque cherchait des cadres africains pour pouvoir vraiment relever ce défi-là, qui est de pouvoir gérer la monnaie africaine par des Africains. Donc j'ai passé ce concours où je suis sorti, sans fausse modestie, major du Togo. J'ai commencé ma carrière à Dakar dans les années 80, après une formation de 2 ans pratiquement à Dakar, au Centre ouest africain de formation et d'études bancaires. De là, j'ai continué mes études pour préparer un diplôme d'études approfondies en économie de développement et également, donc, j'ai fait des certifications à l'extérieur, notamment en France. Et j'ai fait des stages à la Banque de France, au Fonds monétaire international. Donc, j'ai passé 14 ans à la Banque centrale et occupé diverses fonctions avant de partir aux États-Unis, à Washington, pour le Fonds monétaire international, où j'ai passé 21 ans. Donc voilà pour mon parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et donc, je n'ai jamais coupé vraiment avec le pays parce que mes fonctions m'amènent souvent en Afrique et à chaque fois que j'ai l'occasion, au moins 4 fois dans l'année, de visiter un pays africain, qu'on aide à redresser son économie, à restaurer les équilibres nécessaires à sa croissance, à créer les conditions de l'emploi, je passe toujours par le Togo, par Lomé, parce que ma maman, paix à son âme aujourd'hui, était encore vivante et j'ai de la famille ici. Voilà brièvement décrit qui je suis. Je crois sincèrement à certaines valeurs d'humanisme, vraiment de démocratie, d'état de droit et d'intégrité morale, d'une certaine éthique. Certains pensent que la politique doit être, comme vous l'avez décrit vous-même, le maracaïman, mais je crois qu'on peut laisser ce luxe-là aux pays développés. Ils sont développés, ils ont tout. J'ai eu l'occasion de visiter de gros pays. J'ai visité Rome, j'ai visité la Grèce, et je vois que nous ne sommes pas du tout au même niveau. Nous avons des tâches plus importantes que de faire la maracaïman. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, on connaît votre cursus, votre CV, j'allais dire un peu. Vous avez une brillante carrière au plan international. Maintenant, vous êtes dans l'arène politique. Est-ce que vous avez un parcours politique derrière vous? Samuel, oui, je suis de très près ce qui se passe en Afrique et au Togo. Nous avons l'impression des fois qu'il faut réinventer la roue tout le temps et que les problèmes togolais sont différents. Non. Tout ce qui se passe au Togo se passe dans d'autres pays aussi, mais à des degrés différents. Je crois que ce qui est le problème du Togo, c'est que nous sommes vraiment dans cette maracaïman parce que les objectifs primordiaux que nous devons poursuivre ne sont pas là. Il n'y a que les hommes, les égaux. On ne voit pas le programme, on ne voit pas qu'est-ce qu'on veut faire pour de ce pays-là, quelle société nous voulons et comment ensemble, j'insiste dessus, nous pouvons construire une nation prospère, équitable, où tous les citoyens togolais, sans exclusion, puissent s'épanouir et attaquer à leurs affaires librement et dans la dignité. Donc, je connais la scène politique. Tous les grands électeurs, si j'ose parler de cette façon, je les connais tous. Depuis M. Olympio, Gilles Christ, en passant par M. Jean-Pierre Fabre, Mme Brigitte Adjemango, M. Leopold Guinévi, et j'en passe, Bon, tout le reste, je le connais. J'étais le commissaire au compte de la C14. Je vais vous raconter une histoire. J'étais là en février. Non, en juillet, quand le 19 août s'est déclaré, j'étais déjà à Lomé. J'ai marché en septembre avec toute la population. Oui, je ne fais pas de communication, je n'ai pas pris des photos pour mettre sur tous les réseaux. Et le 5 octobre, la marche de la colère, j'étais là. Je marchais avec la population parce que je crois qu'il est temps pour que le Togo aussi puisse passer ce que j'appelle ce signe indien-là, pour que nous rentrons dans une démocratie apaisée et consacrer nos énergies au développement économique et social de ce pays-là. Donc, je vois de très loin et de très proche ce qui se passe au Togo. Je connais certains acteurs
plus que d'autres individuellement, mais je les ai tous vus à un moment donné et je connais ce qui se passe dans notre cher pays. Alors, si vous devez vous-même aujourd'hui vous donner un positionnement sur la scène politique, est-ce que vous vous définiriez comme un centriste? Et j'aime pas beaucoup ces mots parce qu'on les importe toujours de quelque part. Centriste, ça se dit en Europe, on est centriste. Non. Oui, dans une certaine mesure, parce que je suis avec l'opposition, mais en étant avec l'opposition, je suis avec la population. J'adhère et je partage les soucis quotidiens des Togolais. Je vois qu'ici, le Togolais a un rêve et je suis très étonné de voir un apprenti, un mécanicien qui gagne, je ne sais pas combien, mais qui veut avoir sa maison et finit par acheter un lopin de terrain et construire quelque part et veut habiter. C'est un rêve pour le Togolais d'être là. Mais aujourd'hui, la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d'achat a rattrapé tout le monde. Et donc, les gens vivent des difficultés au quotidien qu'il faut arriver à redresser. Donc, je suis avec la population. Je travaille également avec des amis que j'ai eu connus à l'école, qui sont de tous les bords. J'ai eu des camarades d'école qui sont soit dans le parti au pouvoir, soit dans l'opposition. Ça ne veut pas dire que nous partageons toujours les mêmes idées et les mêmes idéaux. Mais pour moi, ce qui compte, ce n'est pas simplement un homme ou les hommes, mais le système dans lequel nous sommes qu'il faut changer et qu'il faut changer de mentalité. Donc, je peux dire, si vous, pour utiliser votre thème, un peu au centre de ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'aventure de la présidentielle de 2020? Comment est née cette idée-là en vous? L'amour de mon pays. Ça, c'est fondamental. Dans toute ma carrière, j'ai visité beaucoup de pays, comme je l'ai dit. J'ai travaillé avec des pays qui étaient dans des situations les plus difficiles. Mon dernier poste, au fond, c'est d'être chef de mission pour la Centrafrique. Et j'étais là quand toutes les atrocités ont commencé. Et j'ai vu ce qu'on peut appeler la descente en affaires. On pourrait en faire l'économie. Le monde entier voyait ce qui se passait. Et le monde entier sait aussi que ce n'est pas parce qu'on a la toge présidentielle, qu'on a le tapis rouge, que les problèmes se résolvent, peut être résolus du jour au lendemain. Donc j'en suis conscient parce que je l'ai pratiqué et je l'ai vu. Alors mon amour pour le pays et les appels incessants de beaucoup de compatriotes qui trouvent en moi non seulement les compétences nécessaires, mais également les valeurs morales, l'intégrité, la droiture, le sens du dépassement et l'amour du pays qui puisse en faire un leader en qui on peut faire confiance. Donc tout ça réuni m'amène à un moment donné à répondre à cet appel-là, à contribuer. Partout ailleurs, vous allez à Washington aujourd'hui, vous allez voir le centre Rockefeller pour ceci, centre Rockefeller pour le développement de la recherche, pour le sida, centre ceci pour le cancer. Il faut que nous, les Africains aussi, qui, même partis d'une base très modeste, arrivent à quelque chose, puissent redonner à notre communauté, redonner à notre pays. Je crois que pour moi, c'est un sacerdoce, mais je réponds vraiment à cet appel-là. Alors, est-ce que ça veut dire aussi quelque part, parce que vous l'avez dit, vous étiez dans le rôle de commissaire aux comptes de la coalition des 14, vous en aviez un peu assez de gérer l'argent pour ces hommes qui, finalement, n'atteignaient pas vraiment le but. Il fallait vous lancer vous-même. Je voudrais d'abord prendre cette occasion pour saluer et rendre hommage à tous ceux qui ont maintenu et allumé le flambeau et maintenu ce flambeau-là, togolais, de liberté, de réclamation, de la dignité pour la population togolaise. Ce n'est pas une tâche facile. En quelques mois, je vois ce que c'est la complexité de la situation, mais plutôt des hommes. Je crois que la mentalité et ce que veulent les hommes, finalement, définit le chemin que nous suivons. Les faits sont là, mais comment nous voulons les changer? Quelle approche nous avons? Donc, je rends hommage à tous ces combattants de la liberté, toutes ces combattantes. Ils n'ont pas démérité. La situation est difficile. Mais moi, je suis un homme de réflexion et d'action. Je suis un homme qui veut un résultat. Pas dans l'impatience, mais dans la préparation, dans la réflexion. Et je crois que le monde a beaucoup changé. Et la société avec. À un moment donné, et pour répondre aux appels dont je viens de parler,
je me suis dit, pourquoi pas moi? Je ne suis pas un homme spectateur. Oui. Je ne peux pas être là simplement pour observer, dire que ça ne va pas, oui, se plaindre tout le temps, mais ne prendre aucune action. Alors, en répondant à mon appel, en répondant à mes propres convictions, en étant l'homme d'action que je suis, je dis, voilà, pourquoi pas, je m'engage avec courage, tout en sachant les difficultés, les obstacles qu'il y a sur le chemin. Mais si nous devons voir que cet aspect-là, nous ne pouvons jamais faire. Je suis sorti de ma zone de confort pour rentrer dans l'arène politique et apporter ma contribution. Mais vous comprenez en même temps que vous êtes, comme vous le dites, sorti de votre zone de confort pour rentrer et apporter votre contribution. Mais en même temps, je l'ai dit, vous aviez des amis que vous souteniez avant, en tout cas dont vous gériez les finances. Aujourd'hui, il se peut que vous deveniez adversaire sur le terrain. Je ne le conçois pas de cette façon. Et c'est ma grande tristesse que nous voulons la démocratie et dès qu'il y a un nouvel entrant, alors tout le monde s'est braqué. Oui. Je ne comprends pas. Il faut la main de tout le monde pour boucher les rajas, si je peux m'exprimer ainsi, selon Béhanzin, n'est-ce pas? Oui. Alors, je viens juste aussi être dans l'arène accompagné, comme je l'ai fait, de loin, par des propositions intellectuelles. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement avec la C14. Bien sûr. Je suis avec Citoyen Togo Debout. Oui. La première séance du 15 juin, j'étais ici, présent, où j'ai apporté une contribution. Et j'étais parmi le panel. Avec le père Afognon, le 20 octobre, j'étais là, à Gora Senghor, également apporté une contribution. Et également en mars dernier, quand on parlait de convergence des forces démocratiques, j'étais là. Donc pour moi, ce n'est pas seulement les partis politiques, mais la société civile. En gros, toutes les forces démocratiques qui aspirent à un véritable changement dans notre pays. Voilà. Donc ce n'est pas que la C14. Et je ne vois pas un adversaire vraiment de la C14. Je me vois comme quelqu'un qui vient aussi aider, contribuer pour qu'ensemble, nous trouvons une solution à notre pays. Quand vous avez annoncé votre candidature, j'ai entendu une réflexion d'un ami que je vais vous dire ici très honnêtement, qui a dit la C14 vient de perdre son bras financier. Vous voyez les choses de cette manière-là? Non, pas du tout. Quand je suis rentré, la C14 a eu l'amabilité de m'inviter parce qu'il y a des réflexions qui se faisaient et ils voulaient que la diaspora également puisse s'impliquer. Et comme je suis là, on m'a dit, mais venez. Je suis allé au siège de la CDPA, là où se tenait cette réunion, pour donner mon appréciation, mon point de vue sur comment on peut encore continuer d'intégrer la diaspora, d'inciter la diaspora. C'est ça, parce que beaucoup de gens sont découragés par ce qui s'est passé, par les résultats. Mais je lisais un livre tout dernièrement sur comment prendre une décision dans l'incertitude. La vie n'est pas tout à fait balisée comme ça. Oui. Si c'est comme ça, je crois que tout le monde aurait pu réussir. Il faut avoir cette capacité de pouvoir anticiper, maîtriser, prévoir. Et d'ailleurs, gouverner, c'est prévoir. Oui. Donc, ils n'ont rien perdu. Je suis prêt à travailler avec tout le monde. Et dans mon discours, ça a été très clair que, sans exception, sans exclusion, tous ceux qui croient à la démocratie, à l'état de droit, à l'alternance pacifique dans ce pays et pour gouverner autrement ce pays, je travaille avec eux. Je ne suis adversaire de personne. Donc, si je suis prêt à donner ma contribution à tous ceux qui veulent, mais il y a des principes fondamentaux sur lesquels je ne déroge pas. Et vous tombez quand même à un moment où il y a un débat sur une candidature unique de l'opposition pour 2020, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est aussi une manière de créer l'alternance en 2020. Ekwegame Sukpodar, est-ce que vous pensez être ce candidat unique, le prototype de la personne recherchée? Le débat sur la candidature unique est encore avec le jury, qui n'a pas encore donné une décision définitive. Donc c'est un débat qui continue. Je peux franchement dire, et honnêtement, sans fausse modestie, on me qualifie d'être trop humble des fois. Oui. Mais je peux dire que oui, je remplis les compétences nécessaires pour non pas seulement avoir lu dans les livres, mais d'avoir pratiqué, d'avoir vu, d'avoir serré les mains de président, de premier ministre, de ministre,
qui avaient des problèmes et je les ai aidés à résoudre un certain nombre de problèmes de leur pays. Je réunis les compétences nécessaires. Je crois aussi sincèrement que j'ai les qualités morales, d'intégrité, de droiture qui permettent d'incarner ce candidat-là. Franchement, nous constituons, parce que je ne suis pas seul dans cette aventure, il y a beaucoup de gens que vous ne imaginez pas, qui sont derrière et qui pensent que oui, je peux incarner ou j'incarne cette candidature unique d'une manière ou d'une autre. Et le jury est dehors. On attend que le jury se prononce. Mais je crois sincèrement que nous constituons une alternative crédible et qui va permettre de gouverner le Togo autrement. Et en vous lançant, est-ce que c'est une manière de court-circuiter tout le monde, de vous positionner, de vous mettre dans cette posture, choisissez-moi comme le candidat unique? Non, pas du tout, parce que en venant, je réponds à un appel. En venant, je veux travailler avec tout le monde. En venant, je sais qu'on n'a pas encore réglé le problème de la question d'unicité de candidature. Ce n'est pas encore tout à fait réglé. Mais chez nous, on dit qu'on ne peut pas dire oui et se cacher. Et je crois que après avoir écouté tout le monde et pris une décision d'aller de l'avant, je ne peux que m'affirmer. Je sais que moi, je ne voudrais pas que ce soit une bataille entre l'opposition, puisque ce que nous voulons, ce n'est pas l'opposition, mais c'est de faire face à un système que nous voulons que ça change. Mais maintenant, si entre nous, il doit y avoir un combat, je suis prêt. Ah oui, je suis prêt au combat, je suis prêt à défendre mes convictions, je suis un homme de conviction et de fermeté. Et ça, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas venu pour un combat, je n'attaque jamais, mais attention, si on m'attaque, je sais répondre. Alors, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quel que soit ce que demain donnera, si vous n'êtes pas désigné, vous maintiendrez votre candidature? Ah, c'est une très bonne question, ça a été posé plusieurs fois. Et je vous dirais tout simplement que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la touche présidentielle, du tapis rouge, et vous venez, vous ne savez même pas quoi faire. Je l'ai vu. En Centrafrique, quand le président Djotodia est venu, il n'a pas fait un avant qu'on dise, mais monsieur, vous n'allez pas maîtriser. On l'a mis dehors. Et on est rentré dans une transition. Ce pays, aussi grand que la France et la Belgique réunis aujourd'hui, ne contrôle pas peut-être les deux tiers de son territoire. Et il faut pouvoir payer les fonctionnaires. Ils n'ont pas les moyens. On pense qu'on a de l'or, on a du diamant, mais ce n'est pas nous qui l'exploitons. Enfin, bref, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Il n'y a pas de génération spontanée dans quoi que ce soit. C'est du travail. Quand on va un jour avoir l'alternance dans ce pays, ça demande, c'est à ce moment que le combat même commence. Remettre les Togolais à s'aimer entre eux. Remettre les Togolais au travail. Accompagner nos entrepreneurs, nos artisans à travailler un peu plus chaque jour. Je le disais hier à quelqu'un, c'est une question de cadence. Il nous faut une cadence qui nous amène à aller très loin. Je faisais une anecdote en disant, la dernière fois, je marchais dans la rue et il y a une dame qui est là, qui me dépasse. Elle faisait peut-être un pas ou deux, en plus de plus que moi. Et dans 30 minutes, je la voyais, elle était très loin. Elle n'a pas forcé. Donc, il nous faut une certaine cadence qui ne nous tue pas, mais une cadence qui nous met vraiment vers le progrès, vers ce chemin-là où nous pouvons vraiment, comme disent certains, émerger. Mais je n'aime pas beaucoup. On émerge de quoi? Les pays émergents ne sont pas donnés ce mot. Maintenant, tout le monde dit je veux émerger, je veux émerger. Non. Quand nous émergerons, les gens diront, ils nous donneront peut-être un autre nom. Mais on n'a pas tout le temps réclamé, on veut être émergent, on veut ceci. Enfin, nous aimons tous le buzz, ces mots-là. Mais je crois que c'est un travail, la persévérance, la cohérence, la continuité dans l'effort qui amène là où nous voulons aller. Et pour répondre à votre question, oui, je crois que... Vous maintiendrez la candidature? Non. Dans mon discours, j'ai tendu la main à tout le monde. Je suis ouvert à toute proposition, à toute stratégie gagnante de l'opposition. Mais vous restez l'arbitre du jeu.
Ah, mais je veux être l'arbitre de jeu, je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. À quoi ça va me servir de quitter mes rivages tranquilles? Je suis à la retraite, je travaille 14 heures par jour, 15 heures par jour pendant 35 ans, et venir me mettre dans un autre marigot, comme vous le décrivez vous-même. Et si ce n'est pas pour l'amour de mon pays, ce n'est pas pour apporter conviction. Je tiens mes convictions jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, mais je suis très ouvert à toute stratégie gagnante. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été souhaitable qu'en amont, avec les autres, dont vous vous sentez quand même, en tout cas assez ouvert à travailler, vous puissiez régler cette question-là qui tient à cœur à beaucoup de personnes avant de vous lancer? Ah, monsieur Samuel, je suis un homme d'une grande politesse et d'un grand respect. J'ai fait le tour de tout ce que je peux voir ici. D'abord par respect, par courtoisie, pour le dire que je suis là. J'apprécie tout ce qui a été fait dans ce pays jusque-là. Je vous remercie d'avoir porté le flambeau. Je suis là et je serai candidat. Je ne pas Vous caché. leur avez dit. Ah oui. Parce que je ne veux pas dire, on attend les rumeurs ici, les rumeurs par là. Oui, c'est les rumeurs, mais il faut qu'on attende de la bouche du cheval lui-même, de moi-même. Et j'ai eu l'amabilité d'aller vers ce que je peux voir pour le signifier cela. Je suis citoyen togolais. J'ai le droit, comme tout le monde, d'être candidat. Et je ne vois pas quelqu'un qui a le monopole de la vie politique togolaise. Donc, au moment venu, s'il faut qu'on ait un conclave pour qu'on s'asseye pour dire, bon, voilà, qui est la mieux placée, qui peut faire quoi, on est d'accord pour toute stratégie gagnante. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, très ouvert et tout. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec tous les autres de l'opposition, du pouvoir? Quelles sont vos relations? À mon humble avis, j'ai des relations cordiales, des relations d'amitié, d'entente avec tous les partis politiques, avec la société civile, je vous l'ai dit, le professeur Dossé, on parle tout le temps. On se voit, on cogite sur notre pays. Il y a le père Afognon que j'ai rencontré, il y a Monseigneur Kodjo qui fait un travail. Quand j'étais le 20 octobre dans cette salle-là, il y avait le Monseigneur Bariga, il y avait d'autres, il y avait M. Edem Kodjo. Non, je connais en tout cas, ceux qui peuvent influencer quelque chose dans ce pays. Et j'ai de très bonnes relations avec eux. Et je vous l'avais dit, j'ai des amis parmi eux. Il y a des gens qui ont été même mes élèves au centre de formation quand j'enseignais encore à ce niveau-là. Donc, pour moi, je suis d'une grande ouverture, mais cadré sur des principes bien précis. J'ai de très bonnes relations. Et même dans le gouvernement, parce que j'ai des amis aussi qui sont dans le gouvernement. Oui. On a été à l'école ensemble. On a grandi ensemble. De 25 ans aujourd'hui, dans nos soixantaines, ça fait quand même longtemps. Oui. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, pour une raison qui lui est propre, je ne peux pas discuter pourquoi quelqu'un fait ceci. Chacun est libre, chacun ne se juge pas sa conscience. Il y a des choses que je dis je ne peux pas faire. Il y a des choses que je peux tolérer. Il y a des choses que je ne peux pas du tout tolérer. C'est tout. Donc, j'ai eu une relation cordiale avec l'ensemble de la classe politique. J'ai visité certains d'entre eux. Certains sont venus me visiter. J'ai encore sur le calendrier des visites encore à faire dans les jours qui viennent toujours pour aller dire, écoutez, c'est notre pays qui est le plus important. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est le pays. La souffrance des Togolais. Et aussi le fait que une guerre qui dure, qui ne finit pas, ça fatigue tous les belligérants. Ceux qui gagnent ou qui pensent gagner. Et ceux qui perdent. Et ceux qui perdent ou qui pensent perdre. Pour moi, à un moment donné, il faut régler le Togo, ce problème-là, pour qu'on rentre dans la tenance pacifique et que, comme tous les autres pays de la sous-région, nous nous mettons à construire une nation prospère. Je suis désolé, des fois on dit, mais je n'ai pas demandé à naître là-bas. J'aurais pu être né partout. Ce qui est important pour moi, qu'est-ce que la personne a dans sa tête, quelle est sa mentalité, qu'est-ce qu'elle veut. D'où tu viens, je ne pose même pas de questions. On dit oui, un homme politique, ça va dire oui, mais 60 ans, nous n'avons pu construire une nation. 60 ans, nous sommes divisés. 60 ans, nous continuons de diviser. À Pali, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour vous, c'est le Togo d'abord. C'est le Togo. C'est notre pays, le Togo. Nous sommes ensemble
sur un bateau, quelles que soient les pirogues qui nous ont amenés dans ce bateau-là, si il se noie, nous noyons tous. Donc nous avons tous intérêt à aller à bon port. Et je veux contribuer à cela. C'est tout. On évoquait tantôt la question de candidature unique et vous le savez peut-être, il y a un homme politique qui avait lancé ce débat depuis mai dernier, qu'il a réitéré en juillet. Je veux parler du docteur Georges William Koussan. Moi j'ai appris, parce que je n'étais pas à votre conférence de presse, mais j'ai appris que vous auriez déclaré dans la salle que vous ne le connaissez pas. La question lui a été posée à lui-même sur une radio de la place et il s'est étonné. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Poudard? Merci de revenir sur cette question. Je vais apporter la clarification qui est très simple. Oui. Tout de suite dans la foulée, le feu de l'action, comme on dit, la question est venue. Je n'ai pas pensé, j'ai rencontré beaucoup de gens et je n'ai pas tout de suite fait ce lien-là. Mais après, je me suis dit, ah bon, il s'agissait de M. Koussan. J'ai eu à dîner avec M. Koussan. Mais voilà, je vous explique les faits, pourquoi ceci m'est sorti de la tête. Je devais dîner à Paris avec un ami. Ce n'est pas M. Koussan. Je ne l'ai pas invité, il ne m'a pas invité. J'ai un ami avec qui je vais déjeuner, qui m'appelle à la dernière minute, dit, ah, c'était M. Koussan qui est là, du parti de la Santé du Peuple. Santé du Peuple, oui. Et il demande s'il peut nous rejoindre à nous. Moi, je n'ai aucun problème. C'est un Togolais comme d'habitude. Moi, je veux discuter. Je ne vois pas un leader qui se cache. Un leader doit discuter pour comprendre ce que les uns et les autres pensent, pour pouvoir mieux peaufiner ce qu'il a à faire en tant qu'homme politique. Donc, qu'à cela ne tienne, qu'il soit avec nous. C'est vrai qu'on a dîné le soir là ensemble. On a parcouru beaucoup de choses ensemble. Et puis, on est parti. Je ne sais même plus, c'est peut-être au mois de mai. Je ne me rappelle même plus. J'ai vu tellement de gens. Et on ne sait plus reparler. Donc, finalement, ce n'est plus frais dans ma tête. Mais je peux dire que je lui adresse mes salutations. Et ça m'a vraiment échappé au moment où cette question était venue. On s'est vu, mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît. Parce que voir quelqu'un, causer avec lui une fois, dire que je le connais, c'est tout à fait un peu différent. Donc, on va se connaître, puisque je lui ai lancé, puis qu'on puisse se voir, se parler, voir un peu qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai entendu déjà ce qu'il veut dire, et puis voir comment on peut aussi travailler ensemble. Mais encore, je dis que c'est juste quelque chose qui m'a échappé au moment. On a dîné une fois à Paris, mais pas sur mon invitation, ni parce qu'il m'a invité, c'est juste une coïncidence. Parce que moi, si je reviens, en tout cas à mon niveau sur la question, c'est parce que lui, dans sa proposition, il avait parlé d'une candidature apolitique et d'une personne qui était pas très présente dans le débat. Et quand on vous a vu annoncer votre candidature, beaucoup ont dit, vous faites partie de la description type que le docteur Koussan fait du candidat unique de l'opposition. Oui, je le remercie s'il pense à moi, mais on n'en a jamais discuté ce problème. Franchement, je n'ai jamais eu à discuter, aborder ce problème-là avec le docteur Koussan. Et je sais qu'en tant que coordinateur de Kodi Togo, quand la question était posée, parce que j'étais encore le coordinateur en ce moment, il y a une délégation qu'on a dépêchée qui est venue le voir pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire. Et je crois que lui, il en a fait l'écho, il en a fait comprendre de quoi tout le monde a vu. Donc, il ne peut pas dire que ce qu'il dit, on n'a pas réagi à cela. Nous avons réagi positivement, mais pas moi, parce qu'il y a un coordinateur Afrique. Je suis le coordinateur général, le coordinateur Afrique était passé et ils ont eu à aborder ce genre de problème. Donc, je ne sais pas, c'est à lui de répondre à cette question. Si c'est moi, cette auge-là, si c'est moi ce candidat dont il pense, je ne sais pas. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Déjà, il y a Dr Ton, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est candidat. Il y a d'autres qui sont dans le pipeline. Mais quand on dit apolitique, non partisan, j'avoue que jusqu'à présent, ceux qui sont annoncés, vous êtes plus correspondez plus à ce prototype-là. Tant mieux, je le crois sincèrement que je peux beaucoup apporter à mon pays. Ça, je peux le dire, énormément. Contrairement à ce que des Togolais qui ne me connaissent pas, me connaissent, disent, je sais, je suis conscient, convaincu que oui, j'ai beaucoup plus de choses à moi, avec moi, pour aider ce pays, que beaucoup de nos concitoyens
l'imagine. Si c'est moi, et je le souhaite, ce sera bien pour le Togo. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais est-ce que vous pensez que l'annonce de votre candidature a été bien accueillie au sein de l'opposition? J'ai pas eu beaucoup de réactions vraiment de l'opposition. Vous avez dit tout à l'heure, c'est Marigot. Ça peut gêner puisque tout le monde veut aller dans le fauteuil, mais des fois ça me fait rire. Ça me fait rire vraiment. Je crois qu'on ne sait pas ce qu'on attend là-bas. Tout le monde pense qu'il suffit d'être là. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud tout dernièrement? Oui. Bon, voilà. Donc, autant on a le tapis rouge, on a la moto, on a tout, mais ce n'est pas ça qui règle les problèmes de ceux qui sont dans les townships, de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'emploi. Et même si vous faites 15 ans, vous voyez ce que c'est. Donc, franchement, je ris souvent quand je vois tout le monde se battre. Je dis, mais pour moi, c'est un sacerdoce. On aurait fait l'alternance dans ce pays, j'irais faire mon champ tranquillement, parler à mes oiseaux, à mes cochons, et venir dormir tranquillement. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Je dois aller au fond, montrer que, bon, comme dit Gandhi, si vous voulez un changement, il faut épouser ce changement. Vous devez incarner ce changement. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, c'est tout. Je ne pense pas que je pose un problème particulier à qui que ce soit. Je n'ai pas eu, mais dans la presse, dans les réseaux, il y a ceux qui sont contents, qui disent oui, il a les compétences. Il y a ceux qui veulent te déchirer tout de suite, qui ne te connaissent pas. Ça aussi, c'est un gros problème togolais. Les gens ne t'ont jamais vu, ne te connaissent même pas. Ils ne m'ont jamais vu, ils ne savent pas qui je suis. Mais tout de suite, l'émotion nous domine. L'émotion, je n'étais pas d'accord avec Senghor quand il disait que oui, il a raison, Hélène, et l'émotion nègre. Ouais. Mais de plus en plus, je me dis oui, peut-être que ce monsieur avait raison. On n'utilise pas beaucoup nos têtes réellement. Il y a trop d'émotions tout de suite. Qui est ce monsieur d'abord? C'est la question que je me pose. Oui. Je fais des recherches, je vois tout. Non, il est du Nil, il est de ceci, il est de cela, il est pas... Bon, bref, je suis devenu... Vous ressentez déjà cela? Ah oui, bien sûr. Mais je le ressens, mais ça passe sur moi comme de l'eau. Parce que je sais qui je suis. Et ça, c'est très important. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs, et j'attends les Togolais qui peuvent me dire que moi et lui, on a eu un problème particulier sur quoi que ce soit. Donc, quand on est dans sa ligne, dans sa propreté, tout ce que les gens disent ou fabriquent, c'est la politique. Malheureusement, ce n'est pas de cette politique-là que je veux. C'est tout. Prêt à mener ce combat, s'il oui, le faut? Absolument. Absolument. Très, très combatif quand il s'agit de mes valeurs, de mes convictions. Il n'y a rien au monde qui peut m'arrêter. Monsieur Kodar, on va aborder un aspect qui nous tient également à cœur parce que vous êtes lancé. Il faut qu'on sache le programme dont vous êtes porteur. On va commencer par en parler avant d'aller à la pause tout à l'heure et revenir après. De quel programme de société est porteur Monsieur Ekwe Gamessou Kodar? C'est trop tôt pour en parler, pour dévaler un programme. C'est trop tôt. Vous êtes pressé. À chaque jour suffit sa peine. Mais on est ça viendra. À 7 mois de mais je n'ai pas encore vu de programme des autres réellement. Oui. Mais dans ma vision, dans le dossier de presse que vous avez mis, dans le discours, je crois qu'il y a les grands axes, les grandes lignes. Je crois beaucoup à l'homme. Pour moi, il y a de richesses que d'hommes. Et ça, c'est depuis le XVIIe siècle, Jean Baudin. Donc, investir dans l'homme, la jeunesse togolaise, éduquer. L'éducation, c'est important. L'éducation d'aujourd'hui, c'est le Togo de demain. Or, l'éducation a baissé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes études au Togo et à Dakar, mais quand je vais ailleurs, les gens me disent, mais tu as étudié où? Je dis, non, je n'ai jamais étudié en France, je n'ai jamais étudié aux États-Unis. Je suis allé faire des perfectionnements, mais mes études, c'est là. Et je ne suis pas sûr que c'est encore la même qualité d'éducation qu'on a aujourd'hui. Donc, remettre cela. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans un monde globalisé. La compétition est forte. Et en lisant un livre, chaque pays défend ses intérêts, n'est-ce pas? Nous aussi, nous devons défendre les nôtres. Et la seule façon, c'est d'armer les Togolais. D'abord, dans le discours, réconciliation. Parce qu'après, s'il n'y a pas ça, si on dit c'est toujours Anéro, c'est Togo, c'est Kpalémé, c'est Kara, on n'arrivera pas. Nous sommes des Togolais. 2, nous avons un gros problème dans ce pays, et ça aussi, il faut le reconnaître. L'armée qui aussi a peut-être ses raisons, qu'il faut apaiser, qu'il faut rassurer. Et dans le discours, je disais que ce n'est pas contre qui que ce soit, ni contre l'armée. Et si le sacrifice que le Togo doit payer, c'est de pardonner ou de dire on ne regarde pas derrière, mais le passé, mais nous regardons devant. Si c'est ça le prix, mais les Togolais seront prêts à payer. Vous voulez 2000 morts, 3000 morts?
avant qu'on puisse passer encore à une alternance que tous les autres pays ont eu de manière plus ou moins pacifique. Et depuis 90, on court après ça. Donc, il y a un sacrifice, il y a un prix pour tout. À un moment donné, si c'est ça, ce prix-là, simplement, apaiser, rassurer et donner peut-être une amnistie générale pour qu'on regarde devant. Moi, si c'est moi, je suis prêt. Et je crois que tous les autres doivent être dans cette mouvance-là pour que nous puissions passer à une alternance pacifique. Alors, quand je posais la question sur le programme, je voudrais aussi savoir quel est votre courant politique. C'est vrai que quand on regarde en Afrique en général et au Togo, le Togo ne fait pas exception, quand on regarde les partis politiques, on a beaucoup de mal à les identifier par rapport à des courants. Est-ce que M. Ekoé Gamessou Poder se définit comme socialiste, comme libéral, comme communiste, comme d'extrême droite, d'extrême gauche, écologiste? Quel est votre courant politique? Vous n'avez pas tout à l'heure que je suis du centre. Vous me posez cette question. Non, je suis... Même le centre, il y a centre-gauche, centre-droit. Je suis un démocrate qui croit en l'état de droit. Donc, sur ce plan, oui. Et puis, libéral économiquement, mais à visage humain. Je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'on ne peut pas créer de richesse en imposant à tout le monde ce qu'il doit faire. Oui. Je Vous n'êtes disais... pas pour le protectionnisme? Ah non, pas du tout. On n'est plus dans ce monde-là. Et vous voyez, chaque fois qu'on interdit quelque chose, d'ailleurs... d'ailleurs... C'est ce que fait le Nigeria aujourd'hui. Oui, mais ça va créer toujours des marchés noirs. Quand vous interdisez quelque chose, ça crée un marché noir qui profite à certaines personnes qui s'enrichissent parce que ceux-là même qui doivent appliquer la loi, c'est peut-être eux-mêmes qui créent ces marchés-là. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses. 2, prenez une famille où il y a un décès et qu'on est dans l'individu, tout appartient à tout le monde, rien ne se fera. C'est la guerre. Les gens, je crois à l'individu. Les frères White, pour arriver à cela. Edison, ce n'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui a envie de donner à l'humanité, qui a envie de créer, et on leur donne l'environnement qui leur permette. Donc moi, je veux un État régalien, un État qui n'est pas pervasif, un État qui crée et restaure les institutions, une justice pour tous, la santé, peut-être pour tous, on verra comment le budget peut le permettre, et également l'éducation et les infrastructures de base. Et laisser le secteur privé en créant les conditions pour que les gens puissent s'exprimer, investir, les accompagner dans leurs idées. Vous voyez, c'est ça qui crée la richesse. C'est l'homme qui crée la richesse. La richesse se crée par nos actions et le capital dont on parle, c'est du travail accumulé. C'est du travail accumulé. Donc moi, je suis vraiment libéral à visage humain parce que je sais qu'on pense que tous les bateaux, quand la marée est moins montante, tous les bateaux doivent se lever. Mais il arrive que pour des raisons différentes, certains bateaux n'arrivent pas. Alors, ceux-là, on a une attention particulière pour mettre des filets sociaux, pour mettre une politique qui les permette de pouvoir vivre. Dans un pays où il y a une grosse pauvreté, même les riches ne sont pas tranquilles. Donc, c'est un intérêt à ce que tout le monde puisse avoir un minimum. Donc, pour résumer, nous mettons l'accent sur l'éducation, la santé, également relever le pouvoir d'achat de la population togolaise. Des fois, en consommant nos propres produits, et quand les gens ont les moyens de consommer, ça fait que d'autres peuvent produire parce qu'ils ont le marché intérieur qu'il faut pour ça. Donc, il faut relever le pouvoir d'achat et résoudre le problème de l'emploi. Ce ne sera pas facile. Aujourd'hui, les machines remplacent les hommes et il y a la technologie, l'intelligence artificielle. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, attention, alors est-ce que nous nous devançons, nous voyons venir ces menaces-là? Quels gens d'hommes il faut pour que demain, on puisse créer l'emploi qu'il faut, l'emploi du 21e siècle, et non pas regarder tout ce qui se passait avant. Nous devons être 10, 15 ans, 20 ans en avance. C'est ce que les Occidentaux font. Ils ont des programmes, pas des programmes clés à la communiste, mais quelque chose qui dit, attention,
si cette technologie va remplacer ceci, comme la machine, comme aujourd'hui, tout ça remplace. Oui, je me souviens, la machine à taper avec les gommes quand nous avons la blanco. Aujourd'hui, ça existe où? C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice, tout simplement. Donc, si ça va venir, il faut que nous dévançons dans l'éducation. On anticipe. Voilà. Donc, brièvement, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut doter, accompagner, empower les people. Je ne sais jamais comment on met ça dans un bon français, mais donner les moyens, les capacités aux citoyens de se réaliser en leur donnant un champ ouvert où les gens ne s'auto-censurent pas. Ah, je ne suis pas de tel bord, dès que j'avance, on va me casser, on va me faire ceci. Voilà, j'ai trop parlé, mais voilà un peu la ligne directrice de ce qui va arriver. Et il est là, le moment venu, vous le verrez. Ekwe Podar, on va aller à la pause, si vous le permettez. Elle va durer 10 minutes et on sera de retour après pour approfondir votre programme. On regarde le journal ensemble et on est de retour tout de suite. Nous sommes dans la seconde partie de l'émission Le Monde en 7 et nous sommes avec Ekwe Gamessou Podar, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2020. Nous étions en train d'évoquer avant la pause le programme de société et l'aspect Ekwe Gamessou Podar sur lequel je voudrais qu'on insiste un peu. Vous avez parlé de libéralisme protégé, encadré, contrôlé. C'est pas antinomique? Je vous remercie encore, Samuel. Je crois qu'on est dans la deuxième partie de ce... Non. Le libéralisme veut dire quoi? Que c'est l'individu qui est au centre de la production et non pas un système communautaire ou communiste. Mais le libéralisme, on le sait aussi, s'il n'y a pas des règles qui définissent ce jeu-là. Les plus forts peuvent tout simplement terrasser tous ceux qui n'ont pas les moyens. On est dans une compétition, elle peut devenir sauvage. L'État a le droit de l'encadrer et comme je l'ai dit, comme tous les bateaux ne sont pas soulevés quand il y a la marée haute, il faut alors qu'il y ait des politiques sociales, des filets sociaux, des politiques qui permettent à ceux qui ne pourront pas, pour plusieurs raisons, avoir cette marée montante-là, de les aider et de les accompagner. Deux, le marché tout seul aussi a ses imperfections. Donc, le marché, c'est vrai, c'est ce qui, dans le monde entier, dites-moi un pays qui s'est développé, il n'y a pas de marché. Même la Chine aujourd'hui, même si le régime socialiste ou communiste est là, c'est un marché capitaliste. Et je ne vois pas encore. La Russie, aujourd'hui même, devient un pays de marché. Parce qu'il faut commercer. Donc, c'est ça. Mais en même temps, il faut un encadrement, il faut un État qui assure que les règles du jeu sont appliquées à tout le monde de la même façon, qu'on ne fait pas de favoritisme et que cette compétition, nous aimons le dire, nous les économistes, qu'elle est plus simple, tout ce que tu veux. Donc, c'est un peu ce que je veux dire par un encadrement, mais à visage humain, j'ai dit. Oui, à visage humain. À visage humain, parce qu'il y aura toujours ceux qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas rentrer dans cette compétition-là et qu'il faut aider. Deux, vous parlez toujours de mon programme. Il faut que le système bancaire africain puisse être en mesure de financer les économies africaines. Pas simplement l'import-export. Aller acheter, vendre, ça contribue à la création de richesses dans d'autres pays et non pas chez nous. Bien sûr, s'il faut qu'on mange, on doit attendre le bateau pour pouvoir même avoir du poisson. On doit attendre le bateau pour avoir la tomate. Alors que nous avons une terre qu'il faut simplement organiser, mécaniser, encourager les jeunes là, leur donner les moyens de démarrer. C'est une question d'organisation. Donc voilà un peu, notre programme sera un programme qui accompagne. Et je reviens encore sur l'éducation. Moi, je suis né dans une famille modeste, je me souviens très bien. À un certain âge, je n'avais même pas des chaussures pour aller à l'école, on fait 3 km. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pas le travail, l'éducation. Je crois que l'éducation, c'est ce qui permet l'ascension sociale. Nous ferons, si jamais le Togolais nous font confiance et souhaite que cette alternative
pacifique que nous souhaitons passe par nous, créer des bibliothèques publiques dans tout le pays. Même si c'est 1, 2 livres que chacun peut lire par an, de bons livres, ça permet d'élever le niveau de conscience, le niveau de réflexion des gens. Parce que l'appréhension du réel que je vois chez nos concitoyens aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'il faut dans un monde du XXIe siècle. Vous savez, les Occidentaux ont eu 3 siècles. Il y a eu le Moyen-Âge et puis il y a le siècle des Lumières. Et c'est là où tout a commencé. Donner les valeurs aux gens, ce qui vient après le progrès technique est venu. Donc, on ne peut pas sauter les étapes, on peut profiter des expériences des autres pour aller plus vite. Mais chaque étape, l'agriculture d'abord, c'est quand il y a une main-d'œuvre, parce qu'on a mécanisé, il y a une main-d'œuvre qui est maintenant, ne peut plus travailler, on le déverse dans l'industrie, donc la transformation de nos produits qu'on va encourager. Et petit à petit, on arrive au service. Le Togo est un pays de service. Du service, oui. On a sauté des étapes. On a sauté beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Mais ce n'est pas grave. Chacun doit aussi, dans la compétition internationale et dans la diversification, faire sur ce qu'il est, j'allais dire, là où il a un avantage comparatif. Et si l'avantage comparatif, c'est le nanabèse, ou c'est les banques, les services, il faut. Mais il ne faut pas le délaisser. Tous ces pays qui ont eu le pétrole à un moment donné ont délaissé leur agriculture, ils en paient le prix aujourd'hui. Il ne faut pas croire aussi que le prix du pétrole, c'est éternellement à la hausse. Donc, je dis, nous ne savons pas gérer l'abondance, nous ne savons pas gérer la pénurie. Donc, il faut que nous soyons un leadership clairvoyant qui a confronté toutes les situations d'abondance, de pénurie et comment, à chaque situation, il faut gérer cela. Moi, je crois que nous avons les compétences et les qualités nécessaires pour apporter cela aux Togolais. Vous avez insisté sur le côté de l'éducation et en première partie, vous avez dit que la qualité de l'éducation aujourd'hui est vraiment un peu diluée par rapport à ce qu'elle était avant et beaucoup d'observateurs pointent du doigt les programmes d'ajustement structurel que nos États ont subis dans les années 80 qui sont à l'origine de cela, que ce soit sur le système éducatif, le système sanitaire et tout. Comment on redresse cette éducation qui est à la dérive? Je voudrais revenir un peu à l'ajustement structurel parce qu'on en parle beaucoup. Mon parcours, BCAO, Fonds monétaire international, cette question revient toujours. Moi, je vais vous dire une chose. On ne peut pas vivre au-delà de ses moyens pendant trop longtemps. Si vous ne pouvez pas avoir la discipline nécessaire, la rigueur nécessaire pour pouvoir vivre avec vos moyens et dégager une épargne, parce que c'est cette épargne-là qu'on investit pour l'avenir. Si on n'a pas ça, si vous ne pouvez pas contrôler votre maison, un beau jour, quelqu'un est dans le couple. Dans les années 70, la flambée des prix des matières premières a fait que tout de suite, on a commencé des travaux sans réfléchir à la production, à la productivité, à l'efficacité de tout ce qu'on a, les éléphants blancs, comme on le dit. Donc, nous sommes engouffrés dans des choses. Il est arrivé un moment, les pays ne font même pas payer leurs fonctionnaires. Et celui qui vient, il n'est pas un philanthrope, hein? Allez voir une banque, on va vous demander vos titres fonciers, vos ceci, vos cela. Hein. C'est pas nous, même dans la banque aujourd'hui, monsieur Samuel, vous allez demander du crédit, on vous demandera beaucoup. Donc l'ajustement structurel, elle est venue, normalement, le fonds ne fait pas d'ajustement structurel, c'est pas créé pour ça. Les stand-by, dont la France, la Grande-Bretagne ont été bénéficiaires quand vous avez un problème de balance de paiement. On veut vous aider juste pour régler les petits problèmes. On a vu qu'en Afrique, les problèmes sont beaucoup plus grands. Donc, ce n'est pas seulement une question d'équilibre de court terme. C'est vraiment les structures. Et on s'est vu qu'on a une fonction publique pléthorique où les gens, la productivité n'est peut-être pas au rendez-vous, mais on paye. On a rempli de gens qui n'ont peut-être pas les compétences, mais c'est mon cousin, c'est de mon village, c'est de mon ceci. Et vous voyez, quand on a fait ça, celui qui payait, parce qu'il y a toujours un payeur
Première leçon d'économie qu'on nous dit, il n'y a pas de free lunch. Oui. Quelqu'un toujours paye. Toi, tu vas manger ton cousin, tu es content. Mais lui, il paye. Tu ne sais pas d'où il fait pour payer. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. On doit aider ceux qui ne peuvent pas et qui ont des raisons valables. Mais cette histoire de solidarité, on va ceci tout le temps, ça devient un peu à l'excès et ça fait que même ceux qui peuvent dégager une épargne nécessaire pour investir dans le futur n'arrivent pas parce qu'il doit répondre aux besoins immédiats de beaucoup de personnes. Donc, l'excès de chaque chose peut devenir un problème. Et c'est à ce moment que mais la France ou les pays qui payaient la douane se sont dit, mais on ne peut pas continuer. Il faut ajuster ces pays. Ça veut dire que on ne peut pas payer la fonction publique, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai, c'est dur, ça a été difficile, ça a été brutal, mais je crois que nous l'avons créé nous-mêmes, ces situations-là. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Je refuse cette idée toujours de victime, de victimisation. Nous sommes toujours, nous les Africains, victimes de quelque chose. Mais le monde est comme ça. Le monde, c'est la compétition et chaque pays, chaque nation pour soi. Préparons-nous pour rentrer dans cette compétition en armant notre jeunesse des outils d'éducation, de science, de technologie qui puissent les permettre d'affronter. Aujourd'hui, je suis très content que les Africains inventent des machines pour les jeunes Guinéens qui ont inventé des machines. Tout de suite, on peut te faire ton bilan rapidement sans aller faire. Mais voilà, c'est ce qu'il faut encourager. C'est ce génie créateur que nous voulons libérer. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cet aspect-là de l'éducation, parce que c'est à la baisse complètement. Alors, mais vous l'avez dit aussi qu'il y a eu, puisqu'on parle des programmes d'ajustement structurel, cet impact direct sur les fonctionnaires, et ça agit sur l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le nombre d'employés qu'il faut. Je veux parler des enseignants et tout, puisqu'on ne veut pas trop gonfler le budget pour cela. Mais comment vous résorbez cette question quand vous dites vous allez redonner sa valeur, sa qualité à l'éducation, s'il n'y a pas assez d'enseignants pour encadrer? Samia, je ne voudrais pas dévoiler tout mon programme de société ici, mais je dirais 2 mots seulement. Je veux dire, moins d'État pour mieux d'État. Retenez-moi. Moins d'État pour mieux d'État. Je crois que si on prend le budget togolais ou n'importe quel budget de pays, il y a des endroits où on peut faire beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Le budget de une présidence, le budget de la primature, le budget de détournement. Ici, on a dit qu'on a détourné 17 milliards, au moins ce qu'on a reconnu. Ça, je l'ai lu dans la presse. Donc, 17 milliards. Diviser 17 milliards par 35 000, qui est le SMIC, ça donne combien? Payons même quelqu'un 100 000 par mois, ça nous fait 1 200 000 par an. Divisez 17 milliards par 1 200 000 et vous trouvez les chiffres. Non, il y a des poches d'économie qu'on peut faire pour aller à l'essentiel. 2, il faut définir des priorités. On ne peut pas tout faire en même temps. Quelle que soit la volonté, quel que soit celui qui viendra, moi ou d'autres, il faut des priorités. Et la priorité, ce n'est pas seulement de satisfaire l'immédiat, il le faut, mais en même temps penser à préparer l'avenir. Et c'est là où il faut voir quelles sont nos priorités réellement, où est-ce qu'on peut faire des économies pour pouvoir faire tout ce dont je viens de parler. Alors, en tant qu'économiste, c'est vrai aussi, et je sais que la situation économique du Togo ne vous laisse pas du tout indifférent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la barque Togo, économiquement, va dans la bonne direction? Je n'ai pas tous les chiffres en tête parce que je sais tout simplement que nous sommes encore à un niveau de ce que nous appelons PIB par tête d'habitants, très faible, très faible. Quand nous avons peut-être 500 ou $550 par tête d'habitant, et aussi si on le prend
en termes de pouvoir d'achat ou bien en termes de parité de pouvoir d'achat, parce que vous savez, dans ces calculs, il y a plusieurs façons de voir. Donc, quand on prend ça, même si on est là, après 60 ans, je crois qu'on n'a pas été... J'ai des courbes depuis 60, je ne l'ai pas avec moi aussi, où j'ai décrit et fait des graphiques sur comment nous avons évolué depuis 60 en termes de... Il y a des années où vraiment ça a monté parce que l'État a fait beaucoup de, justement, ces politiques de volontaristes. Mais comme c'est toujours dans le bâtiment, dans ceci, il n'y a pas des choses qui sont vraiment productives. Alors finalement, au bout, on arrive à l'étouffement et on fait appel au dentiste. Alors, le dentiste vient vous dire il faut arracher une dent. Et vous criez, ah, il est mauvais ce dentiste-là, il vient arracher les dents. Mais vous avez laissé la dent pourrir. Quand vous laissez au pourrissement, regardez ce qui s'est passé au Congo il n'y a pas très longtemps, on a dit qu'on vient découvrir la dette. Donc les citoyens même ne savent même pas l'état de leur économie. On a beau crier, oui, le fond, mais c'est avec ça qu'on a pu découvrir quand même que ça ne va pas. Je ne connais pas, parce que je n'ai pas les chiffres. Et les chiffres ne sont pas toujours transparents. Donc il faut être là, voir, pour pouvoir dire. Mais je crois qu'il y a eu une certaine croissance au cours de ces 5 dernières années, il faut l'avouer. Mais nous disons toujours en économie, quel est le fouille, quelle est la croissance, le moteur de cette croissance. Si c'est la croissance seulement de l'export, si c'est la croissance de ceci, de cela, non. Est-ce que c'est la production locale? Est-ce que c'est la consommation locale qui a un effet multiplicateur sur d'autres secteurs, qui a créé cet emploi? C'est pour ça, on va dire 5%, mais le panier de la ménagère, lui, ne le sait pas. Donc, il faut voir les sources de cette croissance-là et voir comment on peut mieux faire. Donc, sur la croissance, on peut dire que les chiffres, de façon, disent que 5%. Mais l'impôt, trop d'impôts, tu l'impôt. Il y a trop d'impôts qu'on impose, et je comprends, l'État veut des ressources. Mais autant qu'on a créé l'OTI, je disais, mais il faut créer aussi un office de dépenses des Togolais. Et qu'on nous montre comment on utilise tout cet argent qu'on collecte sur les Togolais. Je suis de ceux, je connais celui qui a amené ici le péage. C'est-à-dire, on dit, on veut des routes, il faut que tout le monde contribue un peu. Et sur la quantité, 300 francs, si on multiplie par les milliers, on peut avoir des ressources nécessaires pour faire nos routes. Mais regardez l'état de nos routes. Si vous détournez les sous à autre chose, les ressources à autre chose, que là où c'est destiné, mais vous créez des problèmes. Si vous nommez un directeur dans une société, moi je ne pas décret du président, je n'ai pas encore président, et il fait n'importe quoi, on ne dit rien, mais c'est toute la société qui perd. Et vous voyez, on augmente le prix de l'électricité, de ceci, mais peut-être que c'est la mauvaise gouvernance, tout simplement, qui a amené ça. Donc il faut aller voir les problèmes, trouver les sources, et maintenant les régler. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où d'abord la compétence de savoir ce qui se passe réellement, et l'humilité de dire que ce n'est pas en un jour que ça va se faire, parce qu'il faut changer les mentalités des gens, la façon dont nous abordons les problèmes, la façon dont chacun, quand on te nomme à un poste, il faut d'abord dire c'est pour rendre service à l'État. C'est d'abord un avantage quand on nomme ministre de quelque part. Mais alors, si c'est juste pour savoir quand est-ce qu'on va en mission, quand est-ce qu'il y a ceci, à ce moment, vous ne faites pas votre travail. Je suis désolé. Donc, il y a beaucoup à faire. L'ajustement structurel, malheureusement, oui, ça a détruit, ça a créé certaines pauvretés, mais enfin, ça nous a remis seulement au réel. Nous étions sur une planète qui n'était pas la nôtre, en dépensant tout simplement, en pensant que l'aide va venir tout le temps, que les prix des matières premières vont continuer à augmenter. Et tout de suite, on a vu que non, ce n'était pas le cas. Et voilà, donc aujourd'hui, la prudence s'impose dans toute dépense. Maintenant, toujours sur l'économie, l'endettement est très élevé. Le Premier ministre parlait récemment d'un peu plus de 69% de taux d'endettement. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. C'était à 81% il y a 2-3 ans, dans les années 2016-2017. C'est vrai qu'avec le fonds, qui quand même demande qu'on resserre un certain nombre de choses, qu'on fasse plus d'impôts, bon, c'est deux, hein. C'est une division, hein, où l'euro augmente, donc c'est l'impôt qui va couper. Mais l'impôt a aussi son corollaire qu'il réduit le pouvoir d'achat des populations qui ne peuvent pas consommer et qui la vie chère. Bon, si vous choisissez ça, c'est votre option. Il y a aussi, non, on peut réduire le train de la vie
de l'État. De l'État, qui fait que, à ce moment, on réduit les dépenses, on épargne un peu plus et on s'endette moins. Puisque l'endettement, c'est juste pour couvrir les déficits. Oui. Donc, si chaque année, vous avez des déficits, mais ce déficit ne reflète pas les investissements réels que vous faites, mais simplement la consommation, des fois qui ne sont même pas justifiées, en ce moment, nous courons encore vers des problèmes pour demain. On crée, aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui peut créer des problèmes pour demain. Et nous ne voulons pas, nous, dans notre programme, laisser à les générations futures le payer toutes les mauvaises actions, la mauvaise gouvernance qui se fait aujourd'hui. Alors, vous pensez qu'il est possible, parce que la semaine dernière, je crois, le Fonds monétaire international a effectué sa mission ici au Togo, une mission qui s'est achevée par cette fameuse phrase: le Togo a fait beaucoup de réformes, ça va dans le bon sens, on est éligible au FEC, facilité élargie de crédit. Vous partagez cet avis-là du FMI quand vous observez quand même l'économie togolaise de vos yeux d'économiste? Je voudrais voir mon ami, le chef d'émission, que je connais très bien, d'ailleurs, et pour lui dire oui, bon, bien sûr, vous savez, c'est au conseil d'administration, quand ils seront au conseil d'administration, en donnant le rapport, que s'il y a des points faibles, des points forts, ils vont le dire. Mais nous avons l'habitude, quand on vient dans un pays, quand même, de montrer ce qui est bon là-dedans. On ne peut pas tout le temps venir dans le pays et saquer les gouvernants. Ah oui, non, ceci n'est pas bon. Il y a un temps, on disait le père Fouettard, le fond. Et en ce moment, on disait ça. Mais aujourd'hui, il y a un peu plus de diplomatie. Donc, il faut bien lire. Mais c'est quand ce dossier ira au conseil d'administration et qu'on verra vraiment les points positifs, les points négatifs. Mais jamais, on n'est pas mauvais complètement sur toute la ligne. Et n'oublions pas aussi les aspects nominaux des choses. Prendre des réformes, prendre des tests, ça ne veut rien dire. C'est le comportement quotidien. On a eu des tests dans ce pays. On a même une constitution dans ce pays qui est dévotée. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on a pris des réformes, nominalement, on a dit, on a changé ça, on a créé telle structure, on a créé ça. On attend les résultats. Moi, je juge aux résultats. Voilà tout ce que je dis pour l'instant. Mais vous pensez, dans le cas du Togo, est-ce que vous pensez que c'est la première option que le Togo a faite vis-à-vis du FMI, c'est-à-dire l'option imposition qui gruge le pouvoir d'achat? Je ne sais pas, je n'étais pas dans cette discussion, mais je constate simplement qu'il y a beaucoup d'impôts qui se créent, il y a beaucoup d'impôts, l'habitation, ceci. Vous savez, ça existe dans d'autres pays, c'est pas seulement au Togo, mais même dans d'autres pays les plus développés, ça pose des problèmes. Parce que quelqu'un qui, au cours de sa vie active, a accumulé, construit une maison, parce qu'il avait des enfants, maintenant il est à la retraite, il n'a plus le même revenu, et l'impôt, lui, continue parce que sa maison s'apprécie. On calcule l'impôt sur ça, et ça arrive à des gens qui perdent leur maison, même dans les pays développés, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, directement, je dis oui, ce n'est pas mauvais, mais il faut aller au fait, il faut voir, il faut affiner cette analyse pour voir où on peut, où on ne peut pas. Une maison qu'on loue, on paye sur les loyers, parce que ça vous donne des revenus. Mais la maison dans laquelle vous êtes, et vous n'avez même plus les moyens des fois de payer l'électricité, si on vous demande encore de payer des impôts, bon, je ne sais pas. C'est à voir, parce que, comme je dis, vous diminuez le pouvoir d'achat et vous créez la cherté de la vie. C'est une façon de faire, mais on peut faire aussi autrement. Mais il faut que j'examine de fond en comble ce dossier pour pouvoir me prononcer définitivement là-dessus. Un autre point très important, c'est également la question du chômage. On a vanté énormément qu'on allait créer des emplois, mais le chômage au Togo est très élevé, même s'il n'y a pas un taux fiable en la matière. Vos solutions? Et je l'ai dit tout à l'heure, le chômage, bon, d'abord je dis il n'y a pas de génération spontanée. Il faut, c'est de travail qu'il faut faire. D'abord, voir est-ce que la formation, il y a une adéquation entre la formation et la demande du marché. Première chose. Est-ce que les jeunes sont formés aujourd'hui pour affronter ce 21e siècle avec la compétition qui vient de partout? Est-ce qu'on a fait vraiment la promotion de l'entrepreneuriat togolais? On ne peut pas créer d'emplois. L'État ne peut plus absorber tout ce qui sort des universités. La fonction publique est déjà saturée. On ne peut pas continuer à élever le niveau
de la charge salariale. Et encore, il faut voir la productivité réelle de cette fonction publique. Donc, c'est des points sur lesquels il faut vraiment aller en profondeur pour savoir. Donc, quand vous avez ces problèmes-là et que vous voulez créer l'emploi, ça veut dire qu'il faut encourager l'individu, nos artisans, nos manœuvres, l'agriculture. Parce que là, il y a encore des terres. Ouais. Sortez simplement d'ici pour dire que vous allez à Kpalimé. Il y a tellement de terres. On peut faire beaucoup de choses là-dessus. Simplement, il faut créer les conditions et accompagner les jeunes qui veulent faire ça, mécaniser, créer des structures pour les aider. Et maintenant, le taux de crédit dans notre pays est à 10%. Ouais, très 10%. élevé. Le taux est très élevé, donc problème de taux. Et l'accès est difficile, même pour les entrepreneurs. Alors qu'on a un trop plein de banques, hein, il y en a énormément, ça court. Ah oui, mais il vous fait l'import-export. C'est plus rentable, c'est moins risqué. Mais c'est le court terme, ça. Je disais à cet banquier, parce que je suis banquier, banquier primaire, j'ai redressé des banques au Bénin. J'ai parti d'ici, moi. En 1988, les banques béninoises, BCB, BTB, c'est les banques communistes, c'était pratiquement. Il fallait qu'on envoie de la Banque centrale pour redresser avec une équipe d'experts qui sont venus pour redresser ces banques. Et on a vu ce que c'est. Donc, il faut prendre des risques calculés. Les banques, c'est l'argent des autres. Ouais. Donc, il ne faut pas les donner à n'importe qui. Mais c'est un travail que les banquiers doivent faire parce que, je dis, si vous voulez que demain, la banque existe, il vous faut des entrepreneurs viables et qui vraiment sont des entrepreneurs qui savent ce que c'est qu'un business plan, qui savent ce dont il faut éduquer. Même les artisans qui viennent, les banques doivent créer un centre où on éduque, on forme les entrepreneurs à la gestion moderne. 1. 2. Également, faire sur la quantité, ne pas simplement avoir des taux élevés, parce que ce qui importe, c'est le bottom line, la rentabilité jour d'aujourd'hui. Mais une banque, je crois qu'elle est là. Il y a des banques qui sont là depuis des centaines d'années dans d'autres pays. Donc, je pense que nos banques aussi sont là pour rester. Elles ne sont pas là que pour 5 ans, 10 ans. Donc, il faut quand même avoir un peu le long terme de développement, même si le métier du banquier, c'est d'abord de maximiser et de payer ses actionnaires. Une autre question que je m'en voudrais de ne pas vous poser dans votre posture de candidat. Vous connaissez le phénomène du moment, l'extrémisme violent, avec son corollaire sur l'insécurité et tout. Est-ce que vous avez un programme là-dessus aujourd'hui? Si demain, les Togolais font confiance à Ekwe Gamessou Poda, est-ce que les Togolais pourront se dire « nous serons en sécurité avec lui » et par quel mécanisme? C'est une question pour le ministre de la Sécurité. Non, je vous assure que, je remercie le bon Dieu que le Togo est épargné jusque-là. On a vu des pays qui ont subi et qui sont divisés en 2, en 3, en 4. Mais le Togo, et grâce à nos forces de défense, à la vigilance de tout le monde, je crois que jusque-là, et aussi que les Togolais sont quand même pacifiques de nature. Ce n'est pas venu. Je crois que nous, on va plutôt renforcer ça, renforcer la cordialité, éviter les extrémismes. Je ne suis pas extrémiste par nature ni par philosophie. Donc, je crois qu'au contraire, nous allons revaloriser cette armée-là, leur donner les moyens de défendre l'intégrité territoriale, leur donner les moyens d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire le service, pour pouvoir savoir ce qui se passe et dénouer. Les renseignements dénoués, non pas pour traquer les opposants, traquer celui qui n'est pas avec nous, traquer quelqu'un qui n'est pas avec vous, l'inviter au débat. Je vous serai d'accord avec vous un jour que vous m'invitez au débat avec tous les opposants. Si j'en aurais aussi, qu'on débatte et qu'on dit, mais voilà pourquoi nous faisons ça. Qu'est-ce que toi tu comptes faire? Je crois que c'est comme ça que ça se règle, et non pas en enfermant des gens parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais les gens sont libres de ne pas être d'accord. Même dans ma famille, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, à la plus forte raison dans une nation. Donc, je ne vais pas les enfermer pour ça. Donc, non, moi, je crois que nous, dans notre philosophie, dans la conception que nous avons de l'État, dans la manière dont nous gouvernons ce pays-là, il n'y aura pas ce genre de problème. Alors, certains disent que vous êtes là juste pour faire de la figuration. Vous l'avez dit en première partie, ce ne sera pas le cas. Vous le confirmez, vous n'êtes pas là pour la figuration? Oui, bien sûr. Allez, d'abord,
Je vous donne l'autorisation, Samuel, d'aller sur mon parcours partout et de voir qui je suis exactement. Non, je ne suis pas de cette étoffe-là. Pas du tout. Je n'ai jamais été figurant nulle part dans toute ma carrière. À l'école, demandez ce qui se passait quand j'étais à l'école. Qui c'est? On me connaît tous. On sait qui nous sommes. Et ceux qui sont là aussi savent qui je suis. Et deux, je ne pense pas que mon caractère me permet d'être un figurant. Non. Personne ne met sa réputation et sa vie à risque pour de la figuration. C'est l'amour de mon pays. C'est pour moi un sacerdoce d'être devant vous aussi, de dire je suis candidat. C'est un sacerdoce. Et je ne suis pas venu pour me faire en figuration. Je l'ai dit, je ne donnerai pas de coups, mais si on m'en donne, je sais répondre. Merci. Quel va être votre prochain combat? Je veux nommer par là les conditions d'organisation des élections. Beaucoup estiment au niveau de l'opposition que c'est le prochain combat. Est-ce que vous allez rentrer aussi dans ce combat pour que les conditions des prochaines élections soient les meilleures? Dans mon discours, j'en ai parlé que nous appelons, bien sûr, à nous-mêmes, bien sûr. Je disais, est-ce que c'est une fatalité? C'est une fatalité, la faute, c'est une fatalité que nous soyons dans ce imbroglio. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que l'intérêt national ne peut pas prévaloir pour qu'une fois la vérité des urnes soit connue? Et j'en ai appelé à la communauté internationale de nous accompagner à trouver les conditions d'une élection transparente, crédible, et que la vérité des urnes soit proclamée. Donc nous continuons ce combat. Je sais qu'il y a d'autres partis, d'autres acteurs politiques qui mènent déjà ce combat. Et on les accompagne. C'est des gens, c'est des personnes, c'est des acteurs avec qui je parle. Et je suis d'accord avec eux qu'on doit faire tout pour que les prochaines élections soient des élections vraiment crédibles, transparentes, et que la vérité des urnes soit proclamée. Et que celui qui a gagné exerce réellement le pouvoir. Ça demande qu'on rassure les uns les autres. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je ne sais pas quoi ça va nous servir. Donc, pour moi, oui, ces conditions sont importantes et nous continuerons à parler à la communauté internationale. J'en ai eu à parler à plusieurs reprises. Vous voulez venir faire le sapeur-pompier ou vous voulez venir nous accompagner pour qu'on passe cette étape difficile pour notre pays de Togo? Mais est-ce que vous irez jusqu'à dire, comme certains l'ont dit à une certaine époque, par exemple, pas de réforme, pas d'élection, mais ces personnes ont été capables de montrer qu'elles pouvaient faire une chose et son contraire. Est-ce que vous irez jusqu'à dire, s'il n'y a pas de bonnes conditions, pas d'élection pour moi? Il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait, on dit. Nous voulons que le Togo rentre dans un système démocratique. La démocratie veut dire qu'on passe par les urnes. C'est la logique normale. Et ce qu'il faut que nous demandions, c'est si même les Nations Unies peuvent venir aujourd'hui organiser les élections, ça s'est passé dans d'autres pays. On n'a pas besoin d'être en guerre. On peut prévoir la guerre, on peut anticiper la guerre et prévenir et non pas venir guérir. On veut qu'on soit en guerre d'abord, avant qu'on vienne nous aider. Non. On peut nous épargner cette souffrance-là. Même si les Nations Unies doivent venir pour nous aider à organiser des élections transparentes et crédibles, on le demandera. Il s'agit d'un État souverain. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que quand on est souverain, à un moment donné, s'il y a un danger national, que d'autres ne peuvent pas vous aider, puisque vous ne vous faites pas confiance. Ceux qui sont là disent que ce n'est pas transparent, vous dites que c'est transparent. Non, les résultats que vous donnez, ce n'est pas les bons, on dit que c'est les bons. Tout le monde connaît les problèmes des élections. Donc, en ce moment, on fait l'arbitre. Mais quand il y a un jeu, il y a toujours un arbitre. Même si des fois, l'arbitre peut avoir... il arrive. Mais souvent, les arbitres sont des arbitres corrects. Donc, l'arbitrage ne veut pas dire qu'on n'est pas souverain. Le poser sous cette forme-là, c'est tout simplement dire que, bon, mais nous voulons continuer à faire ce que nous savons faire. Si on n'a pas peur de la vérité, du suffrage, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous ne répondez pas fondamentalement à ma question.
est-ce que vous iriez aux prochaines élections dans les conditions actuelles, si elles ne changent pas? Mais on est quand même en septembre. Hein. Les élections, c'est peut-être février, mars. Nous avons encore tout un chemin à faire. Un chemin à faire de lobbying, un chemin à faire de parler avec les acteurs sur place, un chemin à faire de trouver une stratégie gagnante pour toute l'opposition et toutes les forces démocratiques. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à cette réponse-là. Je ne sais pas. Et je pense que tout le monde veut le changement dans ce pays. Le politique, c'est aussi le plan A et le plan B en même temps. Ah oui, bien sûr. Je dis aux gens, mais vous savez, ceux qui sont sur le plan A n'empêchent pas les autres d'être sur le plan. Le plan B, ceux qui veulent le plan B et qui ont les moyens de faire le plan B, ils n'ont qu'à construire ce plan B. Et il faut un déclencheur pour un plan B. Et s'ils sont les moyens, s'ils sont prêts à le faire, mais chacun fait ce qu'il sait mieux faire, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure de l'avantage comparatif. Je n'ai aucun avantage comparatif dans ce domaine-là. Mais ceux qui l'ont, mais qui le préparent. Moi, je ne peux pas dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce n'est pas sur un plateau comme ça qu'on va dire qu'on a un plan A, on a un plan B, on a un plan C. Mais nous étudions toutes les options possibles avec les gens, les personnes, les acteurs qui veulent en discuter. En entrée d'émission, j'avais dit qu'au niveau de l'opinion nationale, vous n'étiez pas très connu. Est-ce que très prochainement, vous prévoyez des tournées nationales pour rencontrer les Togolais de toutes les régions, de toutes les préfectures? Oui, non, absolument. On a déjà commencé. Je n'ai pas dit, mais nous, on ne fait pas beaucoup de publicité sur ce qui se passe. Mais nous avons organisé des cours de vacances sur au moins plusieurs préfectures qui sont passées. Les photos sont là, on peut vous les amener, les vidéos, même des cours de vacances, parce que, comme je l'ai dit, ça rentre toujours dans l'éducation qui est important pour nous. Et nous avons des structures qui sont du CIACICAC, de Gamessou, qui sont des régionaux qui parlent à la population, qui travaillent. Et le moment venu, une fois que je suis maintenant déclaré officiellement, les problèmes de sécurité vont être réglés. Une fois que c'est réglé, mais nous irons voir. D'ailleurs, je suis déjà allé dans d'autres contrées. Je suis allé déjà à Tabligo, voilà où se fait le clinker et tout le reste. Et je vois l'état dans lequel se trouvent ces régions-là qui ont été dépossédées de leur terre, mais on n'a pas rendu vraiment les gens capables de pouvoir faire autre chose. Bien sûr, donc je suis allé dans d'autres régions, j'irai encore dans d'autres régions. Non, je vois le temps de parcourir, d'aller à la rencontre de la population, de les écouter. Moi-même, je ne suis pas encore allé, mais il y a des personnes qui sont là déjà, qui vont à l'écoute de la population, connaître les problèmes, les maîtriser, penser avec eux, trouver avec eux les solutions possibles. Parce que les gens pensent qu'il y a une baguette magique, que nous venons avec une tête qui peut résoudre tous les problèmes. Non, des fois, c'est celui qui a le problème qui connaît en même temps la réponse à son problème. On l'écoute. Donc, ce travail d'écoute de la population, nous l'avons commencé, nous l'accentuerons, et j'irai moi-même, au moment opportun, aller voir les amis et sympathisants qui sont sur ce travail. Mais le temps presse. Il ne reste que 7 mois pour les élections. Oui, bien sûr. Mais vous-même, vous dites qu'il y a ce que vous appelez le tapage médiatique. Vous êtes des médias. Non, je crois que les Togolais, ils me connaissent peut-être pas physiquement, mais ils attendent le nom depuis longtemps. Depuis très, très longtemps. À ma grande surprise, les Togolais, ils ne savent pas qui est Gamessou, Pierre, Podar et Koué, mais ils attendent le nom. Et je crois que le moment venu, quand on va me le présenter, dire Amia et Ouama. Donc, ne vous en faites pas. Il y a un travail de fond qui se fait à ce niveau-là. Et Koué Gamessou Poda, dernière question. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Je suis de nature optimiste pour plusieurs raisons. Vu les conditions de ma naissance, les conditions que j'ai parcourues pour être ici, je crois que le travail, la persévérance, la détermination peuvent amener très loin. Donc, je dis, l'homme est le capitaine de son destin. Et c'est ce que je veux inculquer. Vous avez vu dans mon CV, je suis coach en développement personnel et en leadership. Pourquoi? Parce que
Le leadership est ce qui détermine tout. Si vous avez un bon leadership qui sait comment mener sa population, lever et leur donner une vision, leur donner la discipline, la rigueur, tout pourra se faire. Ce n'est pas de la présidence qu'on va créer toute la richesse. C'est les individus, mais il faut leur donner les moyens, les capacités pour pouvoir le faire. Donc je suis optimiste parce que je sais que les Togolais sont très dynamiques, très entrepreneurs. Et la jeunesse imaginative fait beaucoup. Dans la diaspora, il y a beaucoup de nos concitoyens, des talents. J'en ai rencontré quand j'ai commencé il y a 2 ans à m'occuper en tant que coordinateur du Togo. J'en ai rencontré de brillants, de très brillants Togolais qui sont là, qui aimeraient bien venir travailler. Même s'ils ne rentrent pas, il y a ce que moi j'appelle qui est dans nos programmes la circulation des compétences. Il y a des gens, des personnes, des acteurs, des médecins, des ingénieurs qui sont prêts à venir passer 1 mois, 2 mois, soit pour enseigner des nouvelles techniques à des étudiants, à des artisans, à des entrepreneurs, soit pour venir travailler à notre hôpital si on relève le plateau médical, pour quand ils viennent, ils ont les instruments qu'ils utilisent. Et combien ça coûte d'avoir un hôpital de référence? Combien de milliards? Combien ça coûte? Et pourquoi on est incapable de pouvoir le faire? Je vais à la cathédrale. Je dis, mais comment se fait que les Occidentaux ont fait ça? Ils sont combien à l'époque? Et que 60 ans après, tout ce monde, 8 millions d'habitants que nous sommes, nous en sommes incapables. Je crois à la loi de la quantité. Apparemment, quand l'équipe de football veut jouer, les Togolais cotisent jusqu'à 1 milliard des fois, m'a dit. Donc, on peut trouver 1 milliard, 2 milliards. Il suffit seulement de les canaliser vers quelque chose qui crée de l'investissement, c'est-à-dire qui améliore l'avenir et le bien-être de tout le monde. Donc, c'est une question d'organisation et de priorité. Voilà tout ce que moi je peux donner autour. Ekoé Gamessou Koda, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos interlocuteurs, à votre audimat. Merci à vous pour vos questions qui ne sont pas du tout faciles, mais j'espère et je crois que j'ai répondu franchement, sincèrement à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Candidat déclaré donc à la présidentielle de 2020. C'est la fin de Le Monde en 7 de ce jour. Merci à vous tous de l'avoir suivi au Togo et partout ailleurs dans le monde. Rendez-vous le samedi prochain.